Quel nouvel équilibre énergétique mondial? Alors moi, je ne vois que des déséquilibres. Je ne vois que des déséquilibres, et je dirais c'est même le chaos. Dans le bouquin qu'on a sorti à Dauphine, là, toute notre approche est dialectique. Et dialectique, ça veut dire que le monde de l'énergie, c'est en permanence des rapports de force qui s'opposent d'une façon très, très large, mais aussi parfois très fine. Alors, dans le paysage énergétique à l'heure actuelle, je voudrais quand même rappeler toutes les surprises que l'on a eues depuis 2 ans. Les surprises depuis 2 ans, ça a d'abord été le développement inattendu du gaz de schiste aux États-Unis, qui a bouleversé la situation énergétique américaine. Tout d'un coup, une source d'énergie domestique, très bon marché, puisque le prix du gaz a été divisé par 2, qui bouleverse la donne et qui, du coup, rend les Américains beaucoup moins dépendants de leurs importations. On pensait qu'ils allaient importer de plus en plus de gaz naturel liquéfié. C'est fini. Et ce gaz de schiste, en même temps, en France, provoque une levée de bouclier qui, pour moi, est à l'inverse de la rationalité économique. On interdit toute exploitation avant même de savoir si on en a, quelle quantité, à quel coût, avec quelles précautions et quels effets sur l'environnement. Deuxième événement, la plateforme BP en Louisiane, qui est quand même la plus grande pollution pétrolière depuis l'histoire. Et puis Fukushima. Et entre Fukushima et BP, il y a une sorte de parallèle à faire. C'est que dans les 2 cas, on a le problème de la gestion du risque. Et la gestion du risque de la part d'une entreprise, quel risque BP s'autorise à prendre dans ses travaux d'exploitation et quel risque TEPCO s'autorise à prendre pour la gestion de ses centrales. Et en face de ce risque microéconomique de l'entreprise, il y a évidemment l'autorité de régulation qui est censée protéger l'intérêt général et qui autorise ou non le type de risque que l'on peut prendre et établit les standards. Donc c'est un problème qui est majeur, c'est un problème qui est de régulation avec à la fois le point de vue de l'entreprise et le point de vue du régulateur. J'y reviendrai. Fukushima, et puis en même temps ces agitations dans le monde arabe qui pourraient entraîner des bouleversements sur la scène pétrolière. La Libye, c'est quand même 1,5 million de barils jour qui n'arrivent plus sur le marché, un brut de très bonne qualité, un brut très léger, qui n'est pas remplaçable par des bruts saoudiens. Donc, et ça peut évidemment y avoir des répercussions. Et puis tout d'un coup, la chancelière Merkel qui décide de sortir du nucléaire. Et cette sortie du nucléaire a évidemment des incidences. Je pense à des incidences sur le plan français. Nos échanges d'électricité avec l'Allemagne sont maintenant à peu près égales, c'est-à-dire qu'on importe autant qu'on exporte. Et notamment, on importe beaucoup d'Allemagne dans les moments les plus froids de l'année, en décembre dernier, où on a besoin d'importation pour couvrir la demande de pointe exprimée par les consommateurs. Donc, on se dit quelles vont être les prochaines catastrophes dans le monde de l'énergie. On peut en avoir une cet été si la sécheresse continue et qu'on a du mal à refroidir les centrales nucléaires en France. On peut avoir un gros problème cet hiver parce que trouver les capacités dont on a besoin pour couvrir la demande de pointe par les jours très froids, ça va être difficile. Donc, tout ce que je viens de vous dire montre qu'on a une scène qui est extrêmement agitée, extrêmement imprévisible, et que tout ceci, c'est quand même une très très mauvaise nouvelle pour l'environnement. Parce que Fukushima entraîne tout d'un coup un ralentissement de ce qu'on appelait il y a encore 6 mois, la renaissance du nucléaire. Donc la renaissance du nucléaire, elle va se ralentir. Et puis, les 8 centrales japonaises qui ne marchent pas, ben, il faut les compenser par du charbon et du gaz. Et puis, même chose en Allemagne. Et donc, on a, en 2010, atteint la pointe historique des émissions de gaz à effet de serre. Et ça va continuer. Et donc je crains, moi je ne suis pas climatologue, mais j'écoute ce que me dit la communauté scientifique avec warning, warning, warning. Attention, attention. Et la situation s'aggrave. La situation s'aggrave et va se manifester sans doute par des événements climatiques de plus en plus dramatiques. Fukushima a polarisé notre attention sur le Japon et on a oublié que suite aux tornades au Pakistan en août-septembre dernier, il y a encore des millions de personnes sans abri au Pakistan. Donc, et si vous voulez, ce qui est à la fois inquiétant, c'est qu'on a en face de ce phénomène de réchauffement climatique ce que j'appelle la géopolitique de Copenhague.
ou du post-Copenhague. Et la géopolitique de Copenhague, elle est simple. D'un côté, on a les pays émergents ou pauvres qui disent « Attention, qui est responsable de la situation actuelle et de la concentration des gaz à effet de serre ? C'est vous, les riches. Donc c'est vous qui devez réduire vos émissions et c'est vous qui devez nous aider financièrement et technologiquement pour avoir un développement plus durable. » Donc c'est une espèce d'impasse. Et ce qui est intéressant, c'est que l'Agence internationale de l'énergie, qui a été peut-être la première à révéler très fortement cette contradiction énergie-climat, cette agence, chacun de ces nouveaux rapports est plus alarmant. Et ils ont été jusqu'à l'an dernier, dans le dernier rapport en novembre, à calculer ce que coûte à l'économie mondiale ce qu'ils appellent le non-Copenhague. Le fait qu'on n'ait pas pris de décision contraignante de réduction des émissions à Copenhague coûte à l'économie mondiale à peu près $1 trillion, et ce coût s'accroît au fur et à mesure que nous n'agissons pas. Donc vous voyez, la situation n'est pas très brillante. Et Fukushima a des effets très différenciés. La situation énergétique japonaise, elle est catastrophique. Par quoi vont-ils remplacer les centrales fermées? Vont-ils continuer à en construire? Vont-ils fermer les centrales? Ça pourrait bouleverser même la structure de l'économie japonaise, en n'ayant plus accès à une électricité relativement bon marché. En Europe, la situation est différenciée. Allemagne sort du nucléaire. Et l'Allemagne sort du nucléaire dans les 20 ans qui viennent. Ça veut dire que peut-être l'Allemagne est en train de construire le modèle énergétique du futur, soutenable. Là, l'Italie, on pensait, Berlusconi voulait relancer le nucléaire en Italie, c'est fini pour un bon moment. Et surtout parce que l'Italie est un pays sismique et que les régions sont très plutôt contre le nucléaire que pour. L'un des cas les plus intéressants est la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, il y a eu une décision politique il y a 6 mois de dire on veut construire un système énergétique qui soit moins intense en carbone, et donc les deux instruments, c'est le nucléaire et le renouvelable. Et ils sont en train de mettre en place un système avec un prix du carbone, avec un prix plancher du carbone qui permettrait d'inciter au développement du nucléaire et du renouvelable. Et là-dessus, Fukushima n'a rien changé. Alors, ce que je voudrais dire, c'est, dans ce contexte général, j'ai une certitude, c'est que les prix de l'énergie vont augmenter. Parce que de quelque côté qu'on se tourne, on voit des fondamentaux, et dans le cas du pétrole, qui est quand même l'énergie dominante, on voit bien que d'une part, on a la demande effrénée des pays émergents de type Chine et Inde, etc., et de l'autre, avec cette agitation, ces turbulences dans les pays producteurs, des investissements qui risquent de ne pas suivre parce qu'on est on est dans un univers très risqué. Donc, je vois bien une augmentation tendancielle des prix du pétrole avec de la volatilité persistante. Et ça, c'est important. Je dirais aussi que cette agitation dans les pays musulmans a entraîné de la part des pays producteurs de pétrole du Moyen-Orient une exigence financière plus grande pour acheter la paix sociale. Ça coûte plus cher. L'achat de la paix sociale aujourd'hui coûte plus cher qu'il y a un an. Et donc, les revendications de l'OPEP, à mon avis, on ne peut pas envisager un prix du pétrole qui tombe en dessous de $90, sauf crise économique majeure, ce qui n'est pas exclu. Alors, quelle place pour la France ? Pour la France, plusieurs messages. D'abord, un premier message, j'ai écrit un article il n'y a pas longtemps sur les grandes lâchetés énergétiques, lâcheté de la classe politique. Lâcheté de la classe politique qui bloque les prix. Alors, on nous dit ensuite, c'est formidable, en France, on a l'électricité la moins chère d'Europe. C'est vrai sur les statistiques, mais le problème, c'est que les prix que l'on paye couvrent de moins en moins les coûts. Et que donc, le prix de l'électricité est resté constant en valeur nominale entre 1994 et 2010, et maintenant, il va bien falloir que ça augmente pour couvrir les coûts. Et quand M. Gadonex disait qu'il faut que ça augmente de 20%, oui, ça augmentera plus que cela après les élections présidentielles. Donc, on donne des illusions aux consommateurs, alors qu'il faut leur dire attention, attention, vous paierez l'énergie et l'électricité beaucoup plus cher. Et donc, quels sont les remèdes à cela ? 1, efficacité. Ça, c'est vraiment la première des armes dans un monde où l'énergie sera plus chère.
Deuxièmement, diversité. Diversité. Finalement, dans ce monde d'incertitude, on ne sait pas quelle est la meilleure des énergies, on ne sait pas quelle est la moins coûteuse. Donc il faut faire feu de tout bois et développer aussi bien la biomasse que l'éolien, que le charbon propre, etc. Donc, efficacité, diversité, je crois beaucoup à des réponses locales. À des réponses locales, c'est-à-dire qu'on voit émerger un peu partout, surtout dans des pays comme l'Allemagne, le Danemark, les pays scandinaves, des systèmes énergétiques locaux, où finalement on utilise des richesses, des ressources locales qui sont le vent, le solaire, l'hydraulique, la biomasse, etc. Puis on mélange tout ça, on rajoute un peu de gaz, et on a un système qui est parfaitement soutenable et moins émetteur de gaz à effet de serre. Innovation, c'est la crise que l'on vit, aussi bien la crise économique que la crise de l'énergie, ce chaos énergétique, est un appel à l'innovation. Et c'est un peu ce qui est derrière le nom de Smart Grid. Smart Grid, c'est Obama qui a prononcé le mot. Et depuis, il y a une espèce de rush de toutes les entreprises les plus intelligentes pour voir comment peut-on rendre un système énergétique plus intelligent et donc plus efficace et produisant moins de CO2. Et derrière le Smart Grid, il y a beaucoup de mots smart, parce que quand on dit quelqu'un est smart, c'est qu'à la fois il est beau, il est intelligent, il est malin. Et derrière le mot de Smart Grid, il y a les smart cities, il y a les smart buildings, et puis les smart consumers. Et donc, il faut rendre nos systèmes plus intelligents. Et là, je pense que la France a un rôle important à jouer. La Commission de régulation de l'électricité, avec nous, Dauphine, depuis 1 an, on a travaillé sur les smart grids. Il y a un site de la Creux qui est très bien fait. Et on voit bien qu'il y a une espèce d'agitation permanente chez les entreprises les plus intelligentes. Et puis, je dirais aussi qu'on parlait du positionnement de la France. Tu l'as évoqué, Laurent. Je compare beaucoup avec l'Allemagne. Et il y a eu des travaux du Conseil d'analyse économique qui étaient très intéressants, qui montrent que les Allemands, qui sont des grands exportateurs, sont moins fragiles que d'autres, parce que ce sont des exportations qui sont fondées sur un avantage hors prix ou hors coût. Parce que ce sont des super machines-outils qu'on achète quel que soit le prix. Alors que nous, on est plus sensible à une compétitivité coût, ce qui rend plus difficile les choses. Mais dans un rapport du Conseil d'analyse économique, encore, on a montré qu'il faudrait que l'industrie et les services français se spécialisent davantage sur cette demande émergente. On transfère aux pays producteurs de pétrole 1 000 milliards de dollars par an. Et donc c'est une demande. Et cette demande, c'est quoi? Il faut savoir en capter une partie, ce qui permet évidemment de profiter indirectement des transferts que l'on fait. Donc, voilà les quelques messages que je voulais passer. Je rejoins Laurent pour dire qu'on ne sait pas prévoir. On ne sait pas prévoir. Alors, nous, dans l'énergie, on construit des scénarios. Et là-dessus, les scénarios de l'Agence internationale de l'énergie sont intéressants. Il y en a 3 à l'heure actuelle. Il y a un scénario business as usual, c'est-à-dire à politique énergétique inchangée, et on va droit dans le mur, c'est-à-dire qu'on va vers des accroissements du réchauffement climatique qui ne sont pas tenables pour la planète. Il y a un deuxième scénario où on infléchit un peu la tendance. Puis le troisième scénario, qui est celui pour éviter que la température n'augmente de plus de 2 degrés centigrades. Malheureusement, on en est très très loin. Ça impliquerait une mobilisation des technologies, des énergies, et c'est là où l'innovation a une place extrêmement importante. Voilà, merci.